C'est Abdullah. C'est Abdullah. Abdullah, je parle. Donc, j'attends juste. Donc, je me présente, je m'appelle Elias Paré, docteur en sciences de gestion de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et employé au sein d'un organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier le comité d'organisation, le comité scientifique pour la qualité de l'organisation, ainsi que pour le choix du sujet qui est toujours d'actualité. Je remercie aussi les membres du jury, les personnes ici présentes pour leur présence, ainsi que pour leurs remarques qui vont être adressées à ce modeste travail. Donc, c'est avec un immense plaisir et d'intérêt que je vais vous présenter notre travail de communication qui s'intitule « Les effets de la formation en entrepreneuriat sur les intentions entrepreneuriales des étudiants au Maroc ». Pour bien cerner notre projet, nous avons opté pour le plan suivant. Une introduction qui donne juste un aperçu sur la définition de l'entrepreneuriat, une revue de littérature, la méthodologie adoptée, la présentation des résultats empiriques et bien évidemment les discussions. Donc l'entrepreneuriat, commencez tous, c'est l'action d'entreprendre, c'est-à-dire mener et de réussir un projet. Au sens large, elle peut être définie comme la capacité à concrétiser une idée, mais au sens strict, c'est la capacité de créer de la richesse et bien sûr créer de l'emploi. C'est la raison par laquelle elle est considérée, d'après les décideurs politiques, les économistes et même les sociologues, comme le nerf névralgique dans la société. Aussi, l'intention entrepreneuriale, c'est le premier acte du processus de financement et dépend, donc cette intention entrepreneuriale dépend de plusieurs facteurs, peuvent être des facteurs internes ou externes, c'est-à-dire internes de la personne ou bien externes. Donc notre travail de recherche concerne la population des étudiants, bien sûr les étudiants qui ont suivi des formations en entrepreneuriat. Donc, la problématique objet de notre étude consiste à répondre à la question principale suivante. Dans quelle mesure la formation en entrepreneuriat au Maroc permet de forger un esprit d'entrepreneur chez les étudiants marocains? On passe maintenant à la revue de littérature. Nous avons remarqué que plusieurs auteurs ont abordé ce sujet. On peut parler de Jacques Anderson en 1998 et ils ont affirmé que l'entrepreneur peut développer ses compétences à travers des formations en entrepreneuriat. Par contre, Odette 2001 confirme que l'intention entrepreneuriale dépend de l'horizon de la réalisation du projet parce qu'ils ont remarqué à travers leur étude que 53% des étudiants confirment avoir l'intention de créer une entreprise, mais à long terme. D'autres études se sont focalisées dans ce sens. Elles ont confirmé que même le degré d'influence, l'environnement institutionnel impacte l'intention entrepreneuriale, c'est-à-dire que l'environnement institutionnel est moins favorable et plus important pour les étudiants pour penser ou réfléchir à créer une entreprise. D'autres études se sont intéressées à l'impact du genre. Ils ont remarqué que les étudiants de sexe masculin ont plus d'intention entrepreneuriale que leurs camarades féminins. Donc, en ce qui concerne notre méthodologie, nous avons opté pour 4 hypothèses. La première concerne la formation en entrepreneuriat et son impact sur l'intention entrepreneuriale, l'encadrement universitaire et professionnel, le climat d'affaires au Maroc et les efforts d'encadrement. Donc, à partir de nos hypothèses de recherche, nous avons élaboré le modèle que vous pouvez remarquer. Donc, l'encadrement universitaire et professionnel, il touche à la fois l'aspect universitaire, c'est-à-dire si les universités ont des infrastructures nécessaires pour bien forger des futurs entrepreneurs, aussi s'ils ont des liens avec le monde externe,
etc. Aussi, les formateurs, s'ils ont de l'expérience sur l'entrepreneuriat, l'effort d'accompagnement, on parle surtout des efforts élaborés soit par l'État ou bien les établissements publics comme l'ANAPEC. Le climat d'affaires, bien sûr, c'est l'ensemble des moyens qui sont mis à la disposition des porteurs de projets pour réussir le projet, que ce soit au niveau des avantages fiscaux ou bien de tout type d'avantages qui permettent de créer des entreprises. Donc, au niveau de la collecte et le traitement des données, nous avons adopté un questionnaire en ligne qui a été destiné aux personnes, aux étudiants qui ont déjà suivi des formations sur l'entrepreneuriat, que ce soit des formations professionnelles ou bien des formations, des modules. Le traitement, il a été fait à travers le logiciel Smart PLS 4. C'est un échantillon de combien? Parce que c'est pas précisé. Je vais le préciser. Juste. Concernant la méthodologie, bien évidemment, nous avons opté pour la méthode PLS, cette méthode qui analyse la variance et utilise la méthode des moindres carrés partiels. Nous avons opté pour cette méthode parce que nous avons un échantillon largement faible. Normalement, cette méthode accepte un échantillon qui est un peu réduit. Donc, cette méthode se divise en 4 étapes. Le développement du modèle conceptuel, l'estimation des paramètres, l'évaluation des modèles et le réajustement. Le modèle d'équation structurelle utilise 2 types de variables. Les variables manifestes, c'est-à-dire les variables qu'on peut observer et mesurer. Les variables latentes, ce sont les variables que l'on peut ni observer ni mesurer. Dans le cadre de l'utilisation de variables latentes, on sépare généralement le modèle en 2 sous-modèles, modèle de mesure et le modèle structurel. La validité des modèles et de mesure, nous avons adopté la variance extraite moyenne que nous avons utilisée comme un test de validité convergente et divergente. Bien évidemment, elle doit être supérieure à 0,5 pour dire que les facteurs doivent expliquer au moins la moitié de la variance de leurs indicateurs respectifs. La validité du modèle de mesure est faite par 2 étapes. La première étape concerne la validité discriminante à travers le critère de Fornell et Laker. Et la deuxième étape, c'est la validité qui renvoie au degré de différenciation d'un construit à un autre, en examinant leur potentiel de chevauchement ou de croissement. Et concernant la validité des modèles de mesure, nous avons déterminé l'effet direct via les critères de Hare et Hall à travers le calcul de 6 principes, des 6 paramètres, coefficient de trajectoire, le coefficient de détermination multiple, la taille de l'effet de redondance, le coefficient de Stone-Gesser, la statistique H carré et l'indice d'ajustement Goodness of Fit. Définition, bien sûr, les construits, comme je viens de l'expliquer, sont le climat d'affaires, la formation, l'encadrement professionnel et universitaire, l'intention entrepreneuriale et les efforts d'accompagnement. Donc, notre échantillon est composé de 130 étudiants d'université marocaine, dont 36 de sexe masculin. Ces étudiants-là suivent leurs études soit en économie et gestion ou ingénierie. Donc, la validité des modèles de mesure est faite par 3 éléments qui sont l'alpha de Cronbach, fiabilité de composite et variance moyenne extraite et la validité convergente. Nous avons remarqué que nos résultats sont supérieurs à 0,7, ce qui signifie la fiabilité des items. Concernant la validité discriminante, est entre 0,730 et 0,857, donc supérieure à 0,5. Nous avons conclu que les échelles de mesure sont valides. Concernant le R carré des variables latentes endogènes, montre que la variable intention entrepreneuriale est expliquée à 60% de la variable formation en entrepreneuriat. Concernant l'évaluation du modèle structurel, nous avons opté pour le T statistique. Cet indice montre que les relations ou les hypothèses H1, H2, H4 sont significatives et donc on va les confirmer du fait que T statistique est respectivement 2,3, 2,45 et 3,7 qui sont supérieurs à 1,1
1,64. En revanche, l'hypothèse H3 n'est pas confirmée du fait que la statistique T est inférieure à 1,64, c'est-à-dire que le climat d'affaires n'impacte pas l'intention entrepreneuriale des étudiants. Cela peut être dû soit par une méconnaissance du questionnaire parce qu'il a été mis en ligne, soit vraiment le climat d'affaires doit être amélioré. Donc concernant le R au carré, les valeurs des trois construits. D'accord. Donc pour conclure, on peut dire que la formation, l'encadrement universitaire et professionnel et les efforts d'accompagnement peuvent améliorer l'intention entrepreneuriale des étudiants, mais nous avons remarqué que d'après les résultats obtenus, ils sont significatifs, mais là, ils ne sont pas très significatifs. Donc on peut dire qu'il faut fournir des efforts concernant la formation, l'encadrement et les efforts d'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Donc, bien sûr, le climat d'affaires il a été écarté parce qu'il n'est pas significatif, donc il faut le renforcer aussi. Donc, merci beaucoup de votre... Merci. Donc, rapidement, j'ouvre le débat. Juste une remarque, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'études qui ont été faites exactement sur le même sujet. C'est un peu dommage de ne pas reprendre les résultats de ces études pour faire une étude un peu confirmatoire. Et je trouve que c'est ça qui est dommage. Il y a notamment, il y a quelques années, un numéro complet de Entreprendre et innover qui était consacré à ce sujet-là. Et je crois qu'il y a aussi un numéro de la revue d'entrepreneuriat. Donc, par exemple, vous prenez quelqu'un comme Alain Fayol, il a travaillé pendant quasiment 20 ans, quasiment tous ses doctorants ont travaillé sur un sujet qui était à peu près... et notamment, il y a beaucoup de travaux sur... il y a beaucoup de doctorants en Tunisie, sur des aires assez proches. Donc, vous pourriez trouver dans les résultats qu'il a publiés pas mal de choses. Caroline Verza a aussi pas mal publié sur le sujet. Donc, il y a beaucoup d'auteurs, même francophones, qui ont publié avec des études souvent sur le Maghreb. Il y a déjà des thèses qui ont déjà abordé ces sujets. Donc, je pense qu'il serait bien que vous retourniez dans cette littérature-là pour aller chercher déjà des résultats de recherche pour rentrer dans une approche plutôt confirmatoire que encore un peu exploratoire. Des études exploratoires. D'accord, donc je voudrais juste confirmer ce que vous avez dit et parler d'une chose, c'est que d'après la revue de la littérature, nous avons vu que les résultats dépendent aussi du pays où le travail il a été réalisé. Donc si on veut confirmer bien sûr à travers différentes recherches, on doit se focaliser sur les recherches qui ont été faites soit au niveau du Maroc, ou bien le Maghreb, ou bien juste les régions. Donc ce travail de recherche, peut-être qu'il ne sera pas significatif si on a pris toutes les régions du Maroc dans le même échantillon. Donc je pense qu'il faut prendre un échantillon qui dépend de chaque région. Et puis ça, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire si on peut prendre un échantillon représentatif à l'échelle du Maroc, et les résultats sont extrapolables sans aucun problème. Ce n'est pas le fait de se limiter géographiquement qui donnera beaucoup plus de pertinence au résultat. Le problème, c'est la représentativité de l'échantillon. Et aussi, donc, excusez-moi, donc, et aussi, donc, comment je peux dire, j'ai le fil. Donc, c'est-à-dire avoir de l'expérience, du vécu, même si, par exemple, je prends la France, je prends la Belgique, je prends l'Allemagne, je prends je ne sais pas moi, donc, et pour voir. Donc j'extrapole, d'accord, selon le contexte marocain, et je vais m'aider par les études qui ont été faites pour qu'il n'y ait pas une redondance dans la recherche. Voilà, c'est ça. Je préfère pour aller plus vite, pourquoi ça n'a pas marché en France, je ne sais pas il y a combien d'années, pourquoi ça n'a pas marché à Stas, d'accord, pourquoi ça ne marche pas encore à l'université Mohamed V, vous voyez. Donc c'est ça. Et excusez-moi, qu'est-ce que vous avez fait avec donc, ces chiffres que vous nous avez montrés? D'accord, les pourcentages, les modèles, ils sont où maintenant? Donc j'ai dit que la formation et l'encadrement et l'effort d'accompagnement, même s'ils ont donné un résultat significatif, mais ce résultat il dépasse légèrement le seuil.
nécessaires. Donc vraiment, il faut renforcer, Non, vous les renforcer avez- ces principes. Ma question est la suivante. Vous les avez transmis à un organisme. Est-ce que tout le monde donc, qui pilote ou qui chapeaute ce projet national est au courant de votre... Non, Voilà, c'est ça le... ce travail, je viens de... C'est ça le malin. On a des études, des trucs, mais malheureusement, ils restent dans les casiers, on obtient les grades et après, c'est fini. Justement, je trouve ça un peu curieux le choix des quotas. Donc vous avez dit qu'au départ que les étudiants, les garçons étudiants étaient beaucoup plus enclins à créer des entreprises. Oui. Et par la suite, vous prenez un quota de 36% dans votre échantillon. Et donc ça veut dire que le reste s'en défie. Pourquoi ce choix? C'est un peu bizarre. Non, c'est juste pas bizarre. Le constat qu'on a fait sur les premières cohortes à Casablanca, c'est qu'on a beaucoup plus de filles que de garçons sur le statut. Par contre, il y a beaucoup plus de garçons qui se transforment que de filles. Oui. C'est ça, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a 70% de filles, 30% de garçons, mais on a plus de. On regarde les classements, les garçons sont majoritaires. Donc, il y a une problématique chez les filles au Maroc, a priori, qui est de passer à l'acte et de prendre des risques. C'est-à-dire que là, c'est des choses que nous, on a découvert au travers des premières cohortes, notamment sur Casablanca. Et ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que les filles sont très attirées, mais elles transforment. Ils sont trop peur. Elles transforment en mouvement. Donc, ce qui explique son chiffre. Par contre, moi, j'ai une petite remarque, et ça, c'est complexe dans votre étude. C'est que vous posez une hypothèse, c'est que les formations en entrepreneuriat sont homogènes. Je pense que ça, il y a même en France, il y a le meilleur, il y a le pire. Et c'est pour ça que si vous faites des études plus localisées, très souvent on fait des études sur des programmes spécifiques. Et on prend un programme, on prend des cohortes sur programme, on regarde ce qui se passe. Normalement. Pour tester la qualité de la formation. Voilà. C'est homogène, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont reçu le même programme. Justement, par rapport à ça, par rapport au choix des variables, la définition des variables, par exemple, vous dites le climat d'affaires, donc vous avez rejeté ça comme variable explicative parce que vous avez un résultat qui n'était pas significatif sur le risque que vous avez choisi. Alors, comment vous avez mesuré le climat d'affaires au Maroc? Normalement, le climat d'affaires, j'ai posé quelques questions. C'est par rapport aux projets réalisés, les projets du gouvernement, soit par rapport au climat ou la bureaucratie, concernant la bureaucratie, la création d'entreprises, etc., la demande des différentes attestations, etc. J'ai posé d'autres questions qui concernent les avantages fiscaux, c'est-à-dire si le régime fiscal donne des avantages au profit des jeunes entrepreneurs ou pas. Donc, parce que le climat d'affaires a un sens bien précis en fait. Donc, il y a un classement, le business, selon les pays, etc. On sait de quoi il s'agit là. Mais si vous allez mélanger beaucoup de choses, par exemple la lenteur administrative, la bureaucratie, la corruption, c'est beaucoup plus de variables. Du coup, en fait, ça perd le sens à la fin de votre choix climat d'affaires. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe parce qu'on a encore deux interventions. Je n'ai pas les noms parce qu'ils ne sont pas inscrits. C'était une communication qui devait se passer, ma communication devait se passer hier, l'atelier de ces Ça a été annulé. Ça a été annulé? L'atelier a été annulé. Il a été avancé cette fois. Avancé. Et donc, moi j'étais dans un autre événement, je pensais que j'allais passer à 17h. Mais tu veux passer? Vas-y. Il reste les deux, donc vous choisissez l'ordre de passage.
marketing politique et je suis qualitative. Ce n'est pas des informations que je balance comme ça, parce que ça explique un peu ma motivation, ce qui m'a poussé à travailler sur l'entrepreneuriat et l'intention entrepreneuriale chez principalement les étudiants de la faculté de Polytechnique à Bruxelles. Pourquoi? Parce que je suis en début de carrière et j'étais recrutée dans une jeune faculté, c'est-à-dire que j'étais un peu carrément la deuxième enseignante à être recrutée dans toute la faculté. Dans ce genre d'environnement où, contrairement à là où j'ai grandi à la CG de Staff, il y a beaucoup d'encadrement, il y a beaucoup de transfert d'expérience. Dans ce genre de situation, on se trouve parfois dépaysé. On ne sait pas quelle méthode d'enseignement adopter pour de meilleurs résultats et pour des résultats efficaces d'enseignement à nos études. Ceci dit, j'ai pensé à l'entrepreneuriat comme méthode d'apprentissage par la pratique en learning by doing, aussi bien que d'autres enseignements. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet. C'est les résultats d'évaluation d'un programme d'éducation à l'entrepreneuriat que j'ai mené avec mes étudiants tout au long du semestre de l'année dernière et puis ce semestre-là. Et qui s'est étalé sur 3 mois et que je vais présenter tout à l'heure. Donc je démarre avec deux convictions où déjà je m'aligne à John Dewey pour dire que l'apprentissage ne peut se faire que par l'expérience. Et je fais la distinction entre l'entrepreneuriat, l'éducation pour l'entrepreneuriat, par l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat. Et donc dans ce cadre, je pense être dans l'éducation par et pour l'entrepreneuriat. Par, comme j'ai dit, parce que je suis professeure de marketing et j'ai essayé de profiter de l'entrepreneuriat pour que mes étudiants puissent appliquer ce que je leur enseigne dans mes cours de marketing dans leur start-up, dans les projets entrepreneuriaux que j'ai accompagnés. Notre objectif est celui de tout simplement créer l'ambition chez mes étudiants. Voilà. Donc, ma présentation serait qu'ensuite, je vais essayer d'identifier ma problématique, mes hypothèses de recherche, mes concepts clés, expliquer ma méthodologie de recherche qui est principalement la recherche-action et discuter un peu les résultats. Quelque chose que je trouve intéressant aussi dans les résultats, c'est que une partie des résultats collectés sont les résultats d'étudiants qui ont quitté la faculté et qui aujourd'hui en font d'autres choses, travailler, s'inscrivent dans des écoles de commerce, ont suivi d'autres programmes de formation et donc nous avons essayé d'analyser l'impact de ce programme de formation dans la durée. Voilà, alors ce que je peux citer comme introduction n'a rien de nouveau sur ce que nous avons discuté hier et également aujourd'hui sur les différents panels, le taux de chômage très élevé, mais cela ne veut pas dire que l'entrepreneuriat est une solution au chômage à ceux qui ne trouvent pas d'emploi, mais la création d'entreprises, de grandes entreprises pourra bien sûr créer des forces d'emploi pour les autres. Voilà. Mesures entreprises pour l'adéquation formation-emploi est insuffisante, je pense. La réforme aujourd'hui est là pour ça, pour essayer de combler cette inadéquation. Problème de massification dans les facultés et qui rend la performance des méthodes d'enseignement de la cours, qui affaiblit la performance de nos méthodes d'enseignement. Et puis notre faculté qui s'est engagée dans un programme d'éducation à l'entrepreneuriat pour développer l'employabilité des jeunes. Donc, étant donné que l'intention de créer sa propre entreprise semble être motivée par des attitudes entrepreneuriales à l'égard de l'indépendance et du risque, les nations pourraient faciliter la croissance de l'emploi et de la productivité en facilitant le développement d'attitudes entrepreneuriales, et nous pensons que ceci ne peut se faire qu'à travers des programmes d'éducation à l'entrepreneuriat, performants et bien structurés. Ma question centrale serait de comprendre dans quelle mesure l'éducation à l'entrepreneuriat les programmes d'éducation à l'entrepreneuriat peuvent créer l'intention entrepreneuriale chez les étudiants. 3 hypothèses avancées. Celle que les
programme d'éducation à l'entrepreneuriat permet de développer les soft skills indispensables pour un entrepreneur. Les programmes d'éducation à l'entrepreneuriat ont plus d'impact sur l'intention entrepreneuriale. Les programmes d'éducation à l'entrepreneuriat permettent de créer l'intérêt envers l'entrepreneuriat chez les étudiants et l'avantage que nous avons dans une faculté disciplinaire, c'est d'avoir des étudiants de différentes disciplines, c'est-à-dire du marketing, finance, biologie, informatique, et le programme déjà que je présente tout à l'heure a été adressé à tous ces étudiants, et l'observation et le questionnaire a été justement adressé à ces différents étudiants, ce qui nous permet de faire une certaine comparaison entre l'impact que ce programme a eu sur les biologistes, les informaticiens et bien sûr les étudiants en management. Je rappelle que les objectifs de cette étude et de ce projet et l'évaluation de ce projet est orienté vers le programme lui-même, c'est-à-dire développer la performance du programme entrepreneuriat et employabilité de la faculté polydisciplinaire de Cité-Bonne-Noce. C'est-à-dire qu'il y a justement, il n'y a pas de la redondance dans une étude qui a été déjà faite, mais c'est l'évaluation d'un programme bien spécifique dans l'objectif de le développer dans l'avenir et qu'il puisse donner de meilleurs résultats avec les étudiants de la même faculté. Donc l'intention entrepreneuriale capture un état d'esprit qui dirige l'attention des individus pour atteindre un objectif quelque chose, comprendre les intentions et des chercheurs et les théoriciens à comprendre les phénomènes connexes. Ceci inclut ce qui déclenche l'analyse des opportunités, des sources d'idées, une entreprise et comment cette entreprise peut devenir une réalité. L'intention entrepreneuriale peut être définie comme une croyance reconnue par une personne qui a l'intention de démarrer une nouvelle entreprise et envisage consciemment de le faire à un moment donné dans le futur. Alors, éducation à l'entrepreneuriat, la personnalité entrepreneuriale n'est pas une question de gène et de magie, et je m'allie parfaitement à ce qu'a partagé Imson. Voilà, et aussi, l'entrepreneuriat peut s'apprendre, mais aucune éducation ne peut garantir le succès commercial de ceux qui manquent d'esprit d'entreprise. C'est-à-dire que oui, on peut enseigner, on va dire, tout ce qui est compétences nécessaires à l'entrepreneuriat, mais la difficulté, ce qui a motivé justement l'évaluation de ce programme, la difficulté, c'est d'inculquer l'esprit entrepreneurial, le mindset, dont on a parlé ce matin aux étudiants. Donc nous pensons nous inscrire dans la recherche-action parce que il y a tout un programme. Bon, déjà, nous avons décidé d'inscrire ce projet dans la recherche-action parce que selon Pereira, la recherche-action véhicule un processus réflexif qui relie dynamiquement la recherche, l'action et la formation. Donc c'est ce que nous avons fait et je vais un peu présenter un peu brièvement le projet, comment il a été mené. Donc c'est un cours d'entrepreneuriat qui a été enseigné aux étudiants de cette manière. Nous avons un peu essayé de prendre la distance avec ce que j'enseigne aux étudiants dans d'autres cours et inviter des experts qui sont des cadres dans des entreprises, des coachs, des responsables financiers, des responsables marketing, des consultants en ressources humaines et puis des gens qui sont actifs dans l'entrepreneuriat. Et c'est pas suffisant si on n'arrive pas à créer la motivation chez les étudiants. Donc nous étions accueillis par le CESE, par M. Redacheni, qui a parlé aux étudiants d'entrepreneuriat. Je me rappelle que dans cette conférence où nous étions accueillis par M. Chani au CESE, une question a été posée par lui aux étudiants de combien d'entre vous sont intéressés par l'entrepreneuriat. Ils n'étaient même pas 20% à lever la main. On va voir tout à l'heure dans les résultats que j'ai présentés, qui sont 90% à avoir exprimé l'intention d'entreprendre dans l'avenir. C'est un programme qui a duré 3 mois l'année dernière et cette année aussi, avec différents ateliers et que nous allons essayer de relier à la compétition IGES, c'est-à-dire que les étudiants ont participé à la compétition IGES régionale et ont réussi à avoir le prix du prix éco-citoyen de niveau énergie dans la compétition finale. Essayez de conclure. Très vite. Donc, un échantillonnage au jugé, ce que nous considérons comme experts ayant la connaissance, parce que ce sont nos étudiants,
et nous avons suffisamment de connaissances pour... Ceci dit, le questionnaire a été envoyé à tous les étudiants avec une petite motivation de leur promettre une attestation de participation s'ils remplissent le questionnaire. Nous avons réussi à avoir toutes les réponses des étudiants en GGT, en géologie, informatique globalement, biologie, management, il y avait les étudiants finance et marketing, donc c'est une population globale de 190 étudiants de 2 promotions 2021. Alors un questionnaire a été partagé avec les étudiants contenant différentes taxes et les données ont été analysées à la lumière des facteurs démographiques et des spécialités étudiées. Donc 65% de notre population était constituée de jeunes femmes. Et puis les filières, comme j'ai dit, biotechnologie, finance, marketing, informatique. Alors, nombreuses questions ont été posées et puis remarquez ici que pour la question relative à l'innovation, est-ce qu'il est passionnant pour moi d'innover, de trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins non satisfaits du marché? Ils étaient 61% à être tout à fait d'accord, 26% à être d'accord. Peut-être une petite remarque que le questionnaire a été envoyé aux étudiants après avoir validé leur module et reçu leur note, c'est-à-dire qu'ils sont en train de répondre avec toute neutralité, mais également leur performance au niveau des examens a été évaluée de notre part. Inventer de nouvelles solutions aux problèmes est une partie importante de ce que je suis devenue aujourd'hui, tout à fait d'accord, 53%, d'accord, 39%. Et analyser les problèmes, on est en train d'évaluer un peu une des soft skills, la capacité de résoudre des problèmes, et puis l'ouverture sur le monde extérieur. Donc 61% sont d'accord par rapport au fait qu'ils sont à l'aise à résoudre des problèmes. L'esprit d'équipe dans le deuxième graphique, qui sont passionnés par le fait de rassembler les bonnes personnes autour de leur projet, confiants lorsqu'ils participent aux discussions, à l'aise quand ils sentent qu'ils sautent au monde extérieur, orientation objectif, aujourd'hui ils sont énergétiques, ils poursuivent énergétiquement leurs objectifs, pensent à différentes manières de résoudre des objectifs, et là c'est un peu on a essayé de croiser les données relatives aux filières et puis à ce qu'ils font aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà quitté la faculté, ils sont inscrits ailleurs. Donc des études supérieures, des cycles initiaux de grandes écoles, ils sont en train de travailler. Écoutez, ce sont des résultats pour nous parce que nous sommes une très petite faculté, licence de la faculté polydisciplinaire. Non, je ne sais pas si vous avez déjà entendu de ce programme. C'est la première promotion. Nous sommes une jeune équipe et la faculté, et donc ce que nous avons réalisé avec intégralement la totalité de nos étudiants ont pu décrocher des inscriptions dans de grandes écoles, c'est-à-dire des ECG et des masters ou des écoles d'ingénieurs. Sinon, ils ont pu décrocher des concours genre le CNSS, l'ACF. Et donc, ceci veut dire que ce que nous avons fait dans ce programme a eu un réel impact. Voilà, un réel impact. L'intention de créer une entreprise, et nous remarquez que ce sont des statistiques très élevées, peut-être plus élevées chez les étudiants en commerce, en marketing, 91%, en biologie, 85%, et puis entre femmes et hommes, nous avons 100% des hommes qui ont répondu sont en intention de créer, peut-être 76% uniquement de femmes qui ont l'intention de créer. Et puis, comme j'ai dit, comparaison, malheureusement, au début du programme, parce qu'on n'avait pas l'idée d'évaluer, on n'a pas distribué des questionnaires pour voir l'état. Mais je me rappelle, comme je dis, de cette question de M. Chemi, où ils étaient une minorité à dire nous sommes prêts, nous souhaitons entreprendre. Aujourd'hui, ils sont 91%. Voilà. Et peut-être une conclusion avec certaines recommandations. On a pu confirmer les idées de départ, mais peut-être certaines recommandations du fait que, surtout que nous sommes aujourd'hui en pleine réforme et on est en train de proposer des modules séparés d'entrepreneuriat et de soft skills. Nous pensons que ces soft skills, que l'entrepreneuriat doit être intégré dans l'enseignement de certaines disciplines, comme méthode de learning by doing.
Une deuxième difficulté que nous avons rencontrée en tant qu'enseignants, c'est l'évaluation de ces projets. Il est difficile d'évaluer les projets de groupe et donc je pense que c'est une perspective de recherche que nous souhaitons entamer pour, on va dire, évaluer plus équitablement ces projets. Merci beaucoup. Très bien, merci. Donc, la parole est ouverte. Je vais vous faire une remarque de forme. Communication, c'est communiquer. Vous ne pouvez pas présenter des slides aussi chargés. Et là, vous nous invitez à lire et vous ne communiquez pas, c'est-à-dire et quand on fait une communication, excusez-moi de dire ça, on doit se poser la question, c'est quoi les 5 messages clés que je veux que mon auditoire est lequel vous avez 15 minutes. Les papiers, on les lira après. Mais il y a un travail vraiment de communication, de se dire, c'est quoi mes 5 messages clés et cherchez pas à tout mettre sur vos diapos. Parce que vous nous perdez. Il y a trop d'informations dans votre communication. Quand voulez-vous qu'on digère tout ce que vous avez donné en 15 minutes? C'est compliqué, hein? Et vous avez des slides qui sont hyper chargés. Et ça, je trouve que faites attention à mettre en évidence ce qui est essentiel. Parce que ça, vous avez un travail qui parle d'un travail de qualité, et comme vous nous perdez, on a du mal à retenir ce que vous voulez qu'on refait. C'est la seule chose que j'aurais de vous dire, parce que, voilà, c'est... Surtout que vous êtes en marketing. En fait, d'habitude, dans mes cours, etc., je n'utilise pas mes slides et je préfère plutôt la prise de parole libre, mais quand on est dans une conférence scientifique ou dans un événement scientifique, on a la crainte de dire, je ne vais pas dire ce que c'est, c'est sacré, entre autres, des données scientifiques, des résultats scientifiques. On a peur de dérailler parfois, de dire du n'importe quoi, et donc on préfère se protéger par nos supports au lieu de peut-être, on va dire, ne pas maîtriser le contenu et tout. Pas tant dans d'autres situations, on va dire, dans une conférence, dans une prise de parole, etc., on peut se permettre d'improviser. Je ne me permets pas d'improviser dans les événements scientifiques. C'est un choix que j'ai pris, alors que j'aime improviser tout le temps, mais voilà, c'est un choix. Non, mais c'est pas improviser. Soit vous portez votre sujet, ou vous ne le portez pas. Quand vous le portez, à un moment donné, vous n'improvisez pas les choses. Votre style, il vous guide, mais c'est vous qui parlez, c'est pas le tableau qui parle. On va dire, porter, oui, je le porte à corps et âme, mais on va dire quand on... Je sais pas. Mais c'est juste un conseil. C'est Oui, c'est vrai, ça veut dire que vous aider à comprendre. Non, que je comprends parfaitement. Et comme j'ai dit d'ailleurs, je préfère tout le temps prendre des paroles libres, mais quand il est question de conférences scientifiques ou d'événements scientifiques, c'est un choix que je prends et je préfère me sécuriser avec mes diapos. On est humain et on a parfois des trous de mémoire. Et c'est un risque que je préfère ne pas prendre dans ce genre de situation. D'accord, il faut dire une chose. Ce que vous ne direz pas, je ne le saurai pas. Non, je ne c'est pas grave les trous de mémoire. Moi, c'est en cours, plein de choses que j'avais envie de dire avant le cours et puis j'oublie de les dire pendant le cours. L'étudiant, il ne sait pas que j'ai oublié de le dire. Je le saurais, mais je préfère ne pas prendre de risque. Voilà. Non, justement, tu peux faire une présentation un peu légère où il y a l'essentiel des informations, sachant que vous êtes là pour défendre votre communication. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter en fait à travers les graphiques. Ça ne va pas faire de votre présentation une communication de moins qualité sur le plan scientifique. Donc c'est-à-dire que vous êtes toujours là pour répondre, pour défendre ce que vous avez présenté. Donc la remarque est plutôt par rapport au slide et le Oui, contenu. par rapport au contenu. Au contenu, c'est beaucoup plus par rapport à ça. C'est trop riche. C'est comme quand il y a un repas, il y a un plat, non, on ne peut pas tout manger. D'accord. Donc il faut faire des choix. C'est quoi les 5 posez-vous vraiment la question, c'est quoi les 5 messages clés que je veux pour l'auditoire et votre D'accord. Et surtout, tu as un temps qui est relativement réduit, donc essaye de donner l'essentiel en très peu de diapos et parfois en fait, mais vous pouvez toujours répondre par rapport s'il y a jamais une critique par rapport à...
une certaine question. Et surtout qu'on est en entrepreneuriat et on dit à nos étudiants, faites des pitchs. Présentez vos projets en 5 minutes, en 3 minutes, ou c'est ma thèse en 180 secondes. Capacité à aller à l'essentiel, et je pense que c'est important. Pour moi, s'il vous plaît, donc c'est bien. Donc, vous êtes chanceuse en début de carrière, vous avez des remarques, mais on n'a pas trop fait ces remarques-là au début de votre carrière. Moi, je parle de moi. Ça fait 30 ans que j'enseigne, c'est ma 31e année. Hein. Donc, c'est bien. Donc, il faut. Donc, il faut aller droit au but, comme je le dis toujours. Moi, mes collègues le savent, je suis trop bavarde, je suis une fille. Si je prends la parole, je suis partie même dans mes conférences. Si je ne me cerne pas avec les points, je reste avec les étudiants des heures et des heures. Et si donc, je vais me fixer l'objectif, je ne déborde pas, ça marche. Si je déborde, c'est la catastrophe. Vous voyez, oui. S'il vous plaît, vers la fin, professeur Hajar, vous avez dit que vous avez du mal à évaluer des projets. C'est-à-dire, oui, des projets. Donc, nous, moi personnellement, mes collègues, qu'est-ce que nous faisons à l'UST? Donc, on fait appel à des professionnels. D'accord? On organise des compétitions, d'accord? Et on appelle des professionnels qui viennent et évaluent les projets. Vous voyez? Donc, déjà dans un premier temps, comment je peux dire, on sélectionne, voilà, on sélectionne les projets, d'accord, que nous jugeons donc qui ont abouti, d'accord, à l'objectif souhaité, parce que toujours il faut voir, et donc on appelle les professionnels, donc ils évaluent et nous sommes tranquilles. Nous, en tant que pédagogues, bien sûr, côté pédagogie, et eux, en tant que monde socio-professionnel, donc, et après on fait une concaténation avec le monde académique, monde socio-professionnel, et on est à merveille. En fait, c'est exactement ce qui a été fait. Vers la fin du programme, il y a eu des soutenances et il y avait des membres de jury, des experts qui étaient présents. Mais le problème, c'est d'évaluer la contribution de chaque étudiant. Ce sont des Exactement, donc ça, ils sont là et on leur pose des questions. On évalue. Ils sont un groupe de 5, de 6, de 10, je ne sais pas, on ne prend pas un seul qui va présenter le projet. Donc c'est la totalité des intervenants, ça prend du temps, mais on évalue. Mais, alors moi je vous donne une petite technique. C'est quand vous avez des groupes, vous ne donnez pas de note individuelle. Voilà. Vous dites, le groupe il a 50 points. Débrouillez-vous pour vous répartir les points. Qui a travaillé? La première note, ils vont diviser par le nombre de personnes. La deuxième, ils vont commencer à discuter. Et la troisième, celui qui a aussi dit, moi j'ai 14, pas 6. Voilà, exactement. Et là, vous les mettez en logique. Ça aussi on fait. C'est-à-dire qu'ils vont se noter entre eux. Bah, Vous en donnez un total et... Ils vont répartir le total. Oui, voilà, votre présentation, il faut 50 points, vous allez voir 60 points sur 100. Et après, vous débrouillez. Et après, il y a des étudiants donc, qui disent, moi j'ai... Non, tu n'as pas contribué. Ta partie n'a pas été faite. Madame, il n'a pas fait, ça c'est moi qui a fait. Et après, moi, ils viennent justifier la note. Exactement, ils viennent vous justifier qui a fait quoi. Et là, le passage est clandestin. Voilà, exact. Si on a une note incluse dans le module, puisque nous, on enseigne l'entrepreneuriat en tant que module transversal, donc on ne note pas. Donc ce sont les professionnels et nos équipes. Voilà, bien sûr. Mais c'est ça ce que je fais. Ouais. La première fois, ils disent tout le temps. Oui, il y a 3-4 notes sur le module. Oui, c'est la dernière. Allez, c'est ceux d'hier. Bravo. Mademoiselle, Moi j'avais l'impression que j'étais devant une journaliste de Euronews. On me dit Voilà. Il fallait faire journaliste. Vous avez remarqué? Voilà. Vous avez remarqué que les gars sont comme journalistes. Ils nous raconter le fond. Ils sont plus. Voilà. Bravo. bravo. C'est mademoiselle comment pas Nadia. Ok. Barahmania, Nadia. On est très fatigué.
aujourd'hui parmi nous. Alors, la thématique que j'ai choisie pour cette communication, c'est l'éducation à l'entrepreneuriat et l'employabilité, accompagnement et pédagogie. Alors, pour cette communication, j'ai opté pour le point suivant. On va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va parler par rapport à l'accompagnement des étudiants, puis la pédagogie traditionnelle contre la pédagogie nouvelle. Par la suite, on va discuter par rapport à l'employabilité des étudiants au Maroc et finalement l'éducation à l'entrepreneuriat et conclusion. Alors, de nos jours, nous parlons plus de l'éducation traditionnelle, mais plutôt de l'éducation entrepreneuriale. L'entrepreneuriat est devenu l'un des axes indispensables dans la continuité de chaque carrière d'étudiant marocain. Alors, cette dernière, on peut la considérer comme l'un des soft skills que l'étudiant doit posséder pour développer son parcours académique et scolaire et bien sûr par une intervention d'un bon accompagnement et une approche pédagogique bien structurée. Alors cette problématique a toujours attiré mon attention vu que ça implique parfaitement dans mon projet professionnel, c'est de devenir une enseignante chercheuse par la suite, Inch'Allah. Alors, la première partie, c'est l'accompagnement et pédagogie d'apprentissage. Ici, on va parler tout d'abord par rapport à la pédagogie classique ou bien traditionnelle. Alors, la pédagogie traditionnelle fait référence aux méthodes d'enseignement traditionnelles qui ont utilisées dans les universités et les écoles depuis plusieurs années. Et c'est basé sur l'idée que les enseignants sont ceux qui devraient fournir les connaissances et les informations à les étudiants. Et les étudiants ils doivent juste écouter et suivre les instructions des enseignants. Alors, on peut citer quelques avantages de cette pédagogie. Premièrement, cette pédagogie donne également aux étudiants les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans leur carrière. Et cette méthode est facile à appliquer pour l'enseignant car il n'a pas besoin d'un matériel supplémentaire ou bien d'activité comme le font les autres méthodes. Alors, les inconvénients de cette pédagogie classique, on peut citer que dans la pédagogie traditionnelle, l'étudiant est passif dans le process. Les étudiants ne sont pas autorisés à participer activement dans le processus d'apprentissage. Ils ont généralement juste la main pour observer et prendre note. Les étudiants apprennent sans plaisir. Ensuite, certaines connaissances, et ce peut être des connaissances qui sont inutiles, et les étudiants ne savent pas exactement comment les appliquer et les utiliser dans une situation réelle. Pour les limites de la pédagogie classique, donc l'éducation traditionnelle ne permet pas aux étudiants à apprendre à leur rythme. Les étudiants doivent moins réfléchir, en d'autres termes, il suffit d'écouter et de mémoriser et reproduire ce qui est étudié dans la classe. Ceci entraîne plusieurs difficultés bien sûr, donc la pédagogie traditionnelle échoue souvent à intégrer ce qui est enseigné dans la classe et ce qui existe exactement sur le terrain de marché d'emploi et cela bien sûr conduit à une déconnexion entre ce qui est étudié et ce qui est réellement dans le terrain. Ensuite, les établissements traditionnels ont une structure qui est carrée, donc ce qui empêche les étudiants à développer leurs compétences et d'être, comme on dit, out of the box. Donc pour la nouvelle pédagogie, c'est une pédagogie qui incite sur la participation active des étudiants à leur processus d'apprentissage. Je peux ici citer l'exemple de l'auto-formation. Ensuite, elle renforce leur estime en soi, le développement des compétences sociales. Donc, généralement, dans la nouvelle pédagogie, on travaille en équipe. Donc, le travail en équipe, vraiment, il développe les compétences sociales. L'apprentissage n'est pas centré uniquement sur le stockage des connaissances, mais aussi sur l'expression corporelle et l'art d'être créatif et innovant. Ensuite, les étudiants apprennent mieux grâce à l'apprentissage pratique. Ici, on va parler un exemple de l'apprentissage pratique, c'est la pédagogie par projet. Alors, la nouvelle pédagogie, c'est une pédagogie qui est ouverte sur trois aspects, la transparence, la coopération et la participation. Donc, la coopération, c'est-à-dire la collaboration entre les différents membres de l'équipe, dans le cadre du travail en équipe. La participation, c'est de participer activement dans le processus d'apprentissage. Et la transparence, donc la vision et
transparente et claire pour l'étudiant pour son carrière professionnelle par la suite. Alors ici, on va passer à la troisième partie, c'est la pédagogie traditionnelle contre la pédagogie nouvelle. Donc on va citer les éléments clés de différence. Alors pour la pédagogie traditionnelle, c'est une pédagogie qui est centrée sur l'enseignant. Par contre, la pédagogie nouvelle, la pédagogie est centrée plutôt sur l'apprenant. Dans la traditionnelle, l'apprenant reçoit de l'information. Dans la nouvelle pédagogie, l'apprenant apprend de l'auto-formation. Donc, par exemple, si dans un projet, donc l'étudiant est mené de réaliser une application, de développer une application web, alors il peut faire de l'auto-formation pour s'apprendre comment faire un design de l'application. Donc, par la suite, la pédagogie traditionnelle, c'est une méthode qui est transmissive. Alors, on fait juste transmettre le flux d'informations. Par contre, la pédagogie nouvelle, on peut se baser sur plusieurs méthodes Essayez d'enseignement. d'accélérer un petit peu parce que vous avez passé un peu 8 minutes déjà dans la... D'accord, ça marche. Alors, ensuite, on a le programme qui est prédéfini dans la traditionnelle et le programme qui varie selon les intérêts de l'apprenant dans la nouvelle pédagogie. Dernièrement, la pédagogie traditionnelle elle est basée sur un milieu théorique. Par contre, la nouvelle pédagogie, c'est plutôt résoudre des problèmes qui réellement existent. Alors, pour les alternatives de la pédagogie classique, on propose la méthodologie par projet. Donc, c'est une méthode d'apprentissage qui met l'accent sur l'acquisition des connaissances et des compétences par le biais des projets pratiques concrets. Donc, cette méthode d'enseignement est souvent utilisée dans les écoles et les établissements pour permettre aux étudiants de travailler plus en équipe et partager de l'information. Alors, ce modèle d'apprentissage est basé sur 7 caractéristiques. Donc, l'étudiant se concentre sur une grande question ouverte, un défi, un problème à chercher à répondre. La pédagogie de projet implique le savoir-être de l'étudiant et se base sur la recherche. Donc, l'étudiant développe ses capacités de recherche et puis l'étudiant il peut améliorer sa pensée critique et la communication. Et l'étudiant il commence à choisir exactement sa carrière professionnelle et il offre plus de possibilités de rétroaction et de révision du plan de projet. Ensuite, les étudiants ils peuvent chercher, résoudre leurs problèmes et investiguer sur plusieurs méthodes et résultats. Donc la quatrième partie, c'est l'employabilité des étudiants au Maroc. Donc, d'après la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, il s'avère que le ministère de l'Enseignement supérieur travaille en progression sur le cadre du plan national d'accélération et la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur. Donc, ce plan a objectif de la rénovation de l'éducation et parmi les préoccupations majeures, c'est mettre l'accent sur l'intégration des étudiants dans le marché d'emploi et l'accord de plus d'intérêt sur les soft skills des étudiants pour pouvoir les faciliter l'adaptation avec les évolutions rapides du marché. Alors, selon une enquête nationale du Conseil supérieur de l'éducation en 2021, donc, c'est constaté que plus de 30% des diplômés se retrouvent 4 ans après leur obtention de diplôme sans emploi, soit au chômage, soit dans une inactivité, sans reprenant leurs études. Alors, cette problématique nous pousse à poser plusieurs questions. Donc, ces questions que j'ai déjà posées, sont déjà répondues lors de la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui. Donc, la première question, c'est quelle est la place et le rôle de l'université dans l'employabilité des jeunes? Comment prendre en compte les exigences du marché d'emploi et la conjoncture pour aider les jeunes dans leur orientation? Quel lien développer entre les universités et les entreprises? Et quelle est la notation et les démarches pour les employeurs? Ici, je vais partager avec vous rapidement une petite enquête que j'ai réalisée durant mes études en tant qu'élève ingénieur à l'INSA de Tétouan. Donc, j'ai fait une enquête sur la région de Tanger-Tétouan. Donc, j'ai pris un échantillonnage de 60 lauréats logisticiens
de notre école pour 4 promotions de 2013 à 2017. Donc, d'après le questionnaire que j'ai réalisé, on a constaté que 66% des lauréats ont été embauchés. Par contre, il y avait... S'il vous plaît, on me demande de finir. C'est vraiment... Pardon? Ah, vous êtes là à 15 minutes, donc tout le monde a fini. Vous C'est êtes dans les conclure. Parce que vous avez, comme tout le monde, vous avez 15 minutes, donc vous êtes déjà à 16 minutes. Comme il faut passer à la conclusion. D'accord. Et les recommandations, conclusion. D'accord, donc pour moi, j'ai clairement 5 pistes pour être intégré dans le marché d'emploi. Il faut maîtriser le travail en équipe, les activités parascolaires, l'apprentissage des langues, les soft skills et la créativité. Pour moi, ce sont les clés de la réussite d'après ma petite expérience au sein du marché d'emploi. Et pour la conclusion, donc pour moi, je recommande ces éléments-là pour améliorer l'insertion professionnelle et les compétences de savoir-être chez les étudiants. C'est de faire une proposition de la formation par alternance, encourager les étudiants sur l'auto-formation, l'établissement des partenariats avec des entreprises nationales et internationales, planification fréquemment des visites à des entreprises, motiver les étudiants à travailler surtout sur des projets de digitalisation parce que la digitalisation c'est l'avenir, donc il n'y a pas d'avenir sans tout ce qui est digital. Et c'est le cas qui est actuellement sur l'UST de Salé. Et finalement, planifier des campagnes de recrutement avec des entreprises dans les différents établissements de nos universités. Donc voilà, c'était vraiment plusieurs éléments très importants. Oui, justement, la prochaine fois, vraiment, il faut vraiment déjà se focaliser sur l'essentiel parce que là, vous avez dépassé même le temps. D'accord, ici j'ai 12 minutes. Non, je marque que vous avez commencé à 9. Je marque à chaque fois que vous commencez. D'accord, il n'y a pas de souci. Le sujet était très riche. Donc, oui, bien, tout est riche, les sujets sont intéressants et riches, etc. Mais en fait, la qualité de la communication est encore valorisée par la capacité à donner l'essentiel, à aller à l'essentiel. Tout est intéressant. C'est pas grave, la prochaine fois. Oui, donc c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé intéressant ça veut dire que c'est à la prochaine fois de faire déjà un exercice préparatoire justement pour vraiment respecter. Vous aviez combien de slides? Vous aviez combien de slides? Avec l'enquête. 36. Déjà 36. On compte pas donc biblio, machin, on compte 33. On peut dire 34. C'est trop. Même au-delà de 15, c'est. Mais même 15, parce que ça fait un slide à la minute. Parce que moi, je sépare les parties avec des slides. On ne peut pas compter celui-là. Non, parce que tu as vraiment laissé donner beaucoup de temps pour les définitions, approche classique. Ça, c'est L'introduction. approche classique, approche. Non, ça, c'est des détails, c'est pas ça le plus important. Puis dans la première partie, vous vous appuyez sur aucune recherche. C'est un plaidoyer au départ. C'est un plaidoyer pour l'approche projet. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir du côté du sens de l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de travaux sur le sens de l'éducation qui sont sur les sujets que vous avez abordés, avec des vrais résultats de recherche pour les mettre en avant et des vrais tests que vous avez testés. Parce que là, vous êtes vraiment dans un plaidoyer en disant, vous rejetez, quand vous dites que, par exemple, l'enseignement traditionnel ne développe pas l'analyse critique, C'est subjectif. c'est subjectif parce que voilà, c'est quand on fait étudier certains textes, on développe l'analyse critique. Exactement. Donc, faites attention à ne pas être dans l'affirmation, parce que vous êtes tout le temps dans l'affirmation. Il a voulu, donc je le comprends, mais il ne s'est pas basé sur une bonne base. Donc pour elle, une étude comparative, mais qui ne parle pas avec des chiffres, on n'a pas besoin de ce que vous êtes en train de nous dire. C'est fou, cette partie, on pourrait s'en priver sans aucun problème en quelques lignes, et après, donc, vous n'étiez pas obligé de consacrer autant de diapos, autant de temps à sa approche
traditionnel, classique, moderne, etc. En plus, à la fin, vous faites la comparaison entre les deux. C'est 10 slides de maximum. 10 slides maximum. Et passer droit au but sur l'enquête du terrain, Voilà, c'est la fête. c'est ça le plus Voilà. important. Et moi, j'arrive, quand je fais cours, je suis à 11 slides à l'heure. Et il y a des moments où je n'arrive même pas à les passer. Je suis là. Je suis une pile. Oh, Nadia. Donc, merci Nadia. Donc, merci à tous et à tous.